Alors, je n'encourage personne à mettre des cailloux dans sa bouche. C'est important de le préciser. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne expression. Un rasoir à double tranchant. Je ne sais pas. Allez, trop bien. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH au cœur des soft skills. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Dans un univers où chaque mot compte et où les malentendus peuvent coûter cher, maîtriser l'art de la communication est devenu aujourd'hui crucial. C'est plus qu'une compétence finalement, c'est une vraie nécessité. Comment avoir une communication efficace? Comment la définir? Est-elle innée ou peut-elle être apprise, perfectionnée? Comment les nuances de la communication non verbale peuvent-elles transformer nos interactions quotidiennes? Pour plonger au cœur de ces questions, nous accueillons aujourd'hui une experte unique, autrice, consultante et speaker sur les sujets du brand content et de la stratégie de marque, cofondatrice de Communo, la première école de community building en France. Bienvenue, Noémie Kempf. Alors, il y aura 2 Noémies aujourd'hui sur ce podcast, donc on va demander à nos auditeurs d'être attentifs. C'est un honneur en tout cas de t'avoir avec nous. Avant de nous plonger dans le cœur de notre sujet, est-ce que tu pourrais prendre un petit temps pour te présenter ? Merci Noémie pour l'accueil et la présentation. En effet, c'est toujours rigolo de se trouver en face d'une homonyme. En quelques phrases, quelques mots, donc je suis Noémie. J'ai un parcours assez classique. Je suis issue d'une formation classe préparatoire, école de commerce à Paris. Et j'ai toujours été attirée par tout ce qui était tech, innovation, ce qui m'a amenée à faire mes premières années dans le monde du travail dans les startups, sur plein de métiers différents. J'ai été account manager, responsable des opérations, mais aussi responsable marketing. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus passionnée et qui m'a convaincue en 2019 de me lancer à mon compte en tant que consultante indépendante sur les sujets de brand content, de stratégie éditoriale et de marque. Et depuis cette époque, j'accompagne des entreprises et des entrepreneurs dans la définition de leurs messages clés et de leur prise de parole pour s'assurer qu'elles touchent les bonnes cibles au bon moment avec le bon message, justement, ce qui nous amène ensemble aujourd'hui. J'ai aussi lancé un podcast, comme tu l'as mentionné, qui s'appelle The Storyline, qui explore justement le futur des modes de consommation et l'impact sur les stratégies de marque, et notamment le marketing, comment les marques se positionnent face à des changements d'attente, des évolutions toujours plus intenses du point de vue des consommateurs et des citoyens. Et j'ai également cofondé Communo, un peu plus récemment, il y a 3 ans, qui est la première école francophone du community building, donc une école qui enseigne à ses élèves, des entrepreneurs, des marketeurs, à créer et animer des communautés de marques autour d'un projet, autour d'une marque, autour d'un entrepreneur, d'un individu. Et j'ai écrit un livre, en effet, sur le sujet, tu as mentionné que j'étais autrice l'année dernière, qui s'appelle « Le pouvoir des communautés », qui a été publié aux éditions Erol. Voilà. Un très beau parcours, Noémie, merci. Alors, en tant qu'experte en communauté, comment vois-tu, toi, le rôle de la communication dans la construction, dans le maintien, justement, de ces communautés engagées ? Alors, bien sûr, et je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est, avant de répondre à cette question, de t'expliquer comment la communauté permet de favoriser la communication, ou en tout cas comment la communication est un levier extrêmement important dans l'animation d'une communauté. Aujourd'hui, c'est le bazar. Globalement, on est dans ce qu'on appelle un chaos informationnel, une infobésité, certains utilisent ce terme. On est surchargé, sursollicité par des messages promotionnels commerciaux, des sollicitations, des interpellations diverses et variées sur des canaux divers et variés, qu'ils soient digitaux ou analogiques. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile pour les individus comme pour les marques, ou les entreprises, de faire entendre leur voix, leur message, et de s'assurer que le message est correctement transmis et entendu par la bonne personne, la personne qu'on cible. Aujourd'hui, la communauté, en fait, va venir favoriser l'interception, ou plutôt la réception de ce message et son intégration. Pourquoi ? Parce que quand on revient aux fondamentaux de la communication, d'un point de vue théorique, ça consiste en 4 éléments et piliers fondamentaux. C'est l'émetteur du message, donc la personne qui a un message à passer, la marque, l'individu. Le signal, donc le message, l'information, concrètement, ce qu'on essaye de communiquer, de transmettre. Le vecteur,
comment est-ce qu'on transmet ce message? Est-ce que c'est par la voix, par l'écrit, par la vidéo, par le visuel? Il y a des choses verbales, non verbales, donc il y a plein de vecteurs différents pour passer un signal. Et il y a le récepteur, tout au bout de cette chaîne qui est déjà assez complexe, puisqu'il y a 3 différents éléments qui sont Oui. déjà en jeu. Et le récepteur, il a son histoire, il a sa personnalité, il a ses biais, il a son interprétation du signal et du vecteur. Donc tout ça fait que finalement, communiquer, qui est quelque chose qui peut nous paraître très anodin et très simple, très direct, je suis en face de toi, je te parle, c'est en fait quelque chose qui suit plusieurs étapes et qui finalement évolue à travers chacune de ces étapes. Et ce que je te dis peut être interprété d'une manière très différente. Là, en tout cas, ce que je voulais te dire peut être interprété par toi de manière très différente en fonction de ton historique et de la manière dont tu vas réceptionner le signal et le vecteur. Et donc, le chaos informationnel environnant complexifie notre capacité à recevoir les messages et à vraiment correctement communiquer. La communauté, c'est justement généralement un espace fermé qui est sanctuarisé, dans lequel les gens vont volontairement venir échanger, s'exposer à d'autres personnes, d'autres membres de la communauté, à la marque. Et donc, du coup, sont beaucoup plus réceptifs et dans une posture de réception et d'écoute. Et donc, la communauté favorise la capacité à communiquer entre une marque ou un entrepreneur ou une entreprise et les membres de cette communauté. Alors effectivement, comme tu le dis, on est dans un monde saturé d'informations, il y a énormément de sollicitations, de technologies de communication avancées. Comment toi tu définis, Noémie, l'essence de communiquer efficacement justement aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est, et ça je le répéterai jamais assez, mais c'est la pratique. On a tendance à se dire que la capacité à communiquer, à être éloquent, à avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'assez inné. En réalité, les meilleurs speakers qui sont excellents, c'est vraiment ceux qui sont dans leur capacité d'écouter. Donc, je considère que la première étape, avant de faire passer un message, c'est de savoir à qui on s'adresse et de comprendre par la pratique et par l'analyse et l'étude qui on veut convaincre ou toucher ou interpeller, quels sont les besoins et quelle est la situation de cette personne et comment nous, on peut adapter notre manière de communiquer à cette personne pour s'assurer que le message passe bien. Donc, autrement dit, je considère que la communication efficace, c'est une communication qui donne autant de place à l'écoute qu'à la parole et à l'affirmation de soi et de son message. Alors effectivement, être un bon communicant, finalement, c'est aller au-delà du simple, de la simple transmission du message. À ton avis, quelles sont les qualités qui distinguent les bons communicants? Alors, il y en a plusieurs. On a tendance à, encore une fois, se dire que c'est l'éloquence, c'est la confiance en soi. Je pense que les meilleurs communicants sont au contraire des gens qui reviennent de loin et qui ont fait beaucoup d'efforts pour arriver à un stade de confiance et de posture qui soit une posture de maîtrise du discours. Et pour ça, mais encore une fois, il faut s'entraîner. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est celle d'un tribun romain, je crois, ou peut-être grec, qui s'appelait Démosthène, et qui était, malheureusement pour lui, bègue. Donc du coup, ça complexifiait quand même sa capacité à communiquer avec ses pairs, vu qu'il bégayait. Et pour devenir le meilleur tribun de son époque, il a décidé de s'exercer tous les jours en allant face à la mer, se mettre des cailloux dans la bouche et hurler face à la mer ses discours. Alors, je n'encourage personne à mettre des cailloux dans sa bouche. C'est important de le préciser. Oui, non, c'est pas très simple en termes de sanitaire et pour les dents et d'hygiène. On va éviter. Ceci étant dit, le message est que c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez vous offrir, c'est de vous exercer au quotidien à prendre la parole en répétant des messages, en répétant des postures, en répétant des pratiques. Parce que, comme me l'ont dit certains des meilleurs orateurs que je connais, c'est seulement une fois qu'on connaît par cœur les limites et les bordures du cadre qu'on est capable de sortir de ce cadre. Et donc, comprendre parfaitement son discours, le connaître par cœur potentiellement,
permet de prendre des libertés vis-à-vis de ce discours parce qu'on est en confiance et qu'on est dans une maîtrise totale. Une fois qu'on est dans la maîtrise, on peut se permettre d'improviser, de rebondir sur des choses inattendues sans perdre pied. Parce que le risque, quand on n'est pas en confiance absolue, c'est de s'auto-perturber et de perdre pied parce qu'on aura un peu dévié de ce qu'on connaissait et de ce qu'on maîtrisait. Ensuite, au-delà de donc, cet exercice et de ce cadre, je pense qu'il y a des choses un peu plus humaines qui sont la capacité à raconter des histoires. Au-delà de transmettre un message, c'est toujours très efficace d'être capable de raconter des histoires, donc de faire du storytelling et d'embarquer la personne ou les personnes à qui on parle dans un univers, dans une quête épique. Alors on n'est pas obligé d'aller dans la quête épique, mais en tout cas de poser un cadre, un contexte qui va plus loin que le simple message pour permettre à ces personnes de se projeter et d'intégrer notre univers. Alors, tu parles justement de s'exercer, d'entraînement. Est-ce que tu as des techniques de communication que tu as pu observer dans ta pratique, donc de construction de communauté ou de stratégie de marque, qui sont plus efficaces peut-être que d'autres? Oui, absolument. Alors, les communautés, généralement, consistent à un groupe de personnes qui sont fédérées par une marque ou un entrepreneur autour d'un objectif commun, d'une mission commune, d'un intérêt partagé, d'un besoin commun parfois. Donc je pense que ce qui est essentiel pour s'assurer que la communauté fonctionne bien et que la communication est fluide au sein de cette communauté, c'est de transmettre des émotions, d'être capable de faire rentrer les personnes à travers le discours, à travers les éléments de communication et le contenu qu'on leur propose, de les amener hors de la rationalité, dans le discours, enfin dans plutôt la relation émotionnelle à travers le discours, à travers le dialogue. Et le fait de susciter des émotions, c'est extrêmement puissant pour fidéliser, pour convaincre, pour attirer l'attention, pour maintenir cette attention. Donc, c'est toujours quelque chose d'extrêmement puissant et impactant. Et une autre capacité, je trouve, que les communautés ont de renforcer la fidélité des membres qui les composent et de les rendre plus proches de la marque ou de l'entreprise qui a créé la communauté, c'est la capacité à créer des habitudes, des rituels, des routines. L'humain est une créature d'habitude, on le sait, on a tous nos petites habitudes auxquelles on tient énormément et qui nous rassurent, qui nous permettent de faire sens du monde. Et finalement, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Quand on s'intéresse un peu à l'anthropologie, à la sociologie, on voit que les marques ont intégré parfois les rituels, les habitudes dans leur stratégie marketing de manière très profonde et très poussée pour intégrer leurs produits dans des rituels ou des routines, se brosser les dents par exemple avec du dentifrice d'une certaine marque. Mais je dévie un petit peu pour revenir à la communauté, le fait de créer des rendez-vous ponctuels qui sont des rituels, qui ont presque une signification pas spirituelle, mais en tout cas très forte et très engagée pour les membres. C'est la meilleure manière de s'assurer que la communauté va vivre et perdurer. Et on voit beaucoup de marques qui ont créé des formats un peu grand-messe, qui fédèrent leurs membres de manière annuelle, biannuelle, comme par exemple Apple et sa keynote annuelle, qui a justement des allures un petit peu presque de regroupement spirituel, avec à l'époque Steve Jobs qui avait son col roulé jusqu'au menton, et ses grands fans qui ne manquaient pas une seule itération de l'événement. On a des choses un peu plus lifestyle et moins technologiques, comme la réunion annuelle des fans de Harley-Davidson, qui se retrouvent pendant quelques jours pour faire un tour d'une région des États-Unis en Harley-Davidson, bien évidemment. Tout ça, c'est des excellents moyens de regrouper les gens pour faire passer des messages qui seront entendus de manière très efficace. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le brand content, ce sentiment d'appartenance à un univers que la marque va créer, comme tu l'expliquais juste là. Et puis il y a aussi cette adaptation du format qui est aussi cruciale dans la stratégie de marque. Comment justement une communication efficace peut transformer la perception d'une marque vis-à-vis du public ? Alors justement, pour rebondir sur ce que je te racontais juste avant, vraiment par cette capacité de la marque à travers son discours, les contenus qu'elle produit, la manière dont elle les partage et le choix des bons canaux, parce qu'il y a encore tous ces éléments, en effet, comme on se disait au début, qui sont importants à prendre en compte. Mais en tout cas, cette capacité de la marque à travers son discours d'attirer le récepteur ou les récepteurs, donc l'audience, en dehors de l'univers du rationnel et vraiment dans l'univers émotionnel. Parce que c'est dans cet univers qu'on va avoir tendance, à travers justement les émotions, l'amour, la peur, le rire, la tristesse, la joie, de créer un lien
qui va inscrire notre relation avec la marque ou l'entrepreneur ou l'entreprise dans l'affect. Et donc, du coup, un lien qui va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Les marques aujourd'hui qui gagnent ou qui ont gagné déjà, c'est celles qui ont réussi à sortir de leur statut de commodité, une entreprise qui vend des produits qui ont une fonctionnalité, et qui sont rentrées sur un territoire qu'elles ont créé de toutes pièces, qui ont créé un univers un peu onirique, merveilleux. Le premier truc qui vient en tête, bien évidemment, Disneyland, par exemple, qui a créé des univers à part entière, mais qui est un média, donc c'est tout à fait logique. Mais il y a plein de marques qui sont comme ça, devenues des marques un peu cultes, parce qu'elles ont créé tout un univers et tout un imaginaire autour de leur structure solide et tangible, à travers leur storytelling, leur communication. Par exemple, Nike et son fameux slogan « Just Do It » qui a créé tout un univers autour de la performance sportive, du dépassement de soi, qui est quelque chose de très personnel, de très intense, de très émotionnel, et qui valorise dans ses communications des athlètes de toutes origines, de tout bord, et qui sont sur tout type de performance, mais aussi des personnes du quotidien, ou bien Patagonia, dans l'univers de l'habillement, qui est une marque qui a réussi à vraiment s'attirer l'attachement d'une grande partie des citoyens du monde, de par son activisme écologique et sa capacité à sortir du fait que c'est un vendeur de vêtements outdoors, et Patagonia aussi, finalement, un acteur à part entière de la défense de l'univers, je vais loin, de la planète et de l'environnement, à travers du lobbying, le financement de causes, le financement d'activistes, etc., etc. Est-ce que tu as un autre exemple concret, justement, où cette communication stratégique que tu nous évoques a significativement impacté la croissance, parce qu'on parle aussi de performance, croissance d'entreprise, évidemment, ou le succès même d'une communauté? Carrément. Alors, tu as peut-être, et les auditrices et les auditeurs ont peut-être entendu parler de Team for the Planet, qui est une initiative qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années en France. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Team for the Planet, c'est un véhicule d'investissement composé de centaines de milliers de citoyens francophones mais également anglophones, il me semble, mais principalement francophones et français, qui ont chacun investi à la hauteur de leurs moyens, une dizaine, des centaines, parfois des milliers d'euros, pour financer ce véhicule qui finance la création de start-up à impact positif sur l'environnement, justement. Et Team for the Planet a la particularité d'être un véhicule, justement, mais également une communauté d'investisseurs, donc ces centaines de milliers de personnes qui composent la marque, entre guillemets, et qui communiquent en son nom. Et la croissance de Team for the Planet s'est faite intégralement à travers l'organique, donc la communication, le bouche à oreille et le partage de l'initiative par les membres existants de la communauté à de potentiels membres qui ont choisi ou non de la rejoindre. Et la croissance de Team for the Planet a été exponentielle et virale en France. Elle a été impressionnante. C'est pour moi un des meilleurs cas d'école de comment la communication relayée par une communauté forte et engagée peut créer des effets de développement à l'échelle extrêmement puissants, mais aussi organiques, donc relativement vertueux. Alors, arrivé effectivement au stade de Team for the Planet, avec notamment cette communication individuelle par de nombreuses personnes, la forte visibilité de leurs fondateurs, etc., enfin, tout ce que tu évoquais là, c'est pas si simple que ça. Alors, toi qui, justement, as ce lien avec école, communauté, Oui. Comment concrètement tu as fait, Noémie? Oui, et comment on fait pour, en effet, lancer une communauté et une dynamique vertueuse? Parce qu'en effet, Team for the Planet, on parle vraiment de centaines de milliers de personnes ultra engagées, ultra motivées, sur une cause finalement qui est une cause extrêmement puissante, qui est l'envie de s'engager pour protéger la planète. Tout le monde n'a pas le luxe de créer des communautés autour de ce sujet, ni d'avoir les moyens que Team for the Planet a mis en place. Mais chez Communo, justement, à travers notre école, on s'applique à transmettre des méthodes et des outils à nos élèves, à nos étudiants, qui sont généralement des marketeurs, des entrepreneurs, des responsables des ressources humaines qui ont besoin de créer des communautés internes ou externes à leur entreprise pour des enjeux divers, à vraiment comprendre comment suivre différentes étapes qui sont des étapes qu'on a théorisées, dont on s'est inspiré en observant des communautés existantes, dont on s'est inspiré en allant outre-Atlantique, car nos amis américains sont souvent en avance sur ces sujets-là. Et alors, je ne vais pas spoiler tout le contenu de la formation, mais créer une communauté, ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est de clarifier ce
ce qu'on attend de cette communauté, quels sont les objectifs de la communauté. Est-ce qu'on crée une communauté parce qu'on veut visibiliser notre marque, acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux clients? Est-ce qu'on veut renforcer notre légitimité sur un sujet, une thématique? Est-ce qu'on veut dynamiser notre marque employeur? Est-ce qu'on veut fidéliser nos clients existants? Il y a plein de différents objectifs que la communauté peut servir, mais c'est important d'être carré et à l'aise sur l'objectif que nous, on va poursuivre à travers cette initiative. Et une fois qu'on a ça, on va s'intéresser aux personnes qu'on veut fédérer dans la communauté. Qui sont mes membres idéaux? Quel est leur profil? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que la communauté peut leur apporter comme valeur qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs jusqu'à présent et qui pourrait du coup motiver la création d'une communauté? Et une fois qu'on a ça, la valeur qu'on essaye de dériver d'une communauté, la valeur que la communauté apporte à ses membres, on va créer une stratégie, choisir l'outil sur lequel on va animer la communauté, choisir les formats de contenu et les communications, les modes de communication qu'on va utiliser pour interagir avec cette communauté, avec ses membres. Et puis, on va se lancer petit à petit et itérer. Et tout ça, on le transmet à travers la formation qui dure plusieurs mois. Super, merci. Alors, pour en revenir un petit peu à la communication individuelle, je pense que nos auditeurs peuvent penser à cette idée reçue selon laquelle on serait naturellement doué pour communiquer, tandis que d'autres le seront peut-être un petit peu moins. Quelle est, toi, ta perspective sur cette idée reçue, justement, innée ou pas innée? Innée ou pas innée alors, oui et non, j'ai envie de dire. Je pense que, bien évidemment, nous sommes tous inégaux devant les sujets de confiance en soi, d'aisance à l'oral, de leadership. Et il y a des personnes qui ont instinctivement des qualités et des compétences très fortes dans ces domaines. Ceci étant dit, je pense que ces compétences se travaillent. J'en suis même convaincue. Je suis un exemple. Je pense en tout cas une preuve vivante que c'est le cas, puisque à titre personnel, j'étais vraiment une très grande timide étant jeune. Quand j'étais lycéenne, collégienne, on m'adressait la parole, je piquais un phare. Je me souviens que ma grande peur, c'était qu'on me pose une question en classe et que je dois faire un exposé. Ou même en primaire, quand on récitait des poèmes de Jacques Prévert par cœur, etc. C'était vraiment mon cauchemar. J'avais fait un exposé sur les aras, les perroquets. Je m'en souviens encore, ça m'a traumatisée. C'était vraiment horrible. J'avais tout préparé, je connaissais par cœur. Et puis, je suis montée sur le... Non, c'est pas le pupitre, non, mais je suis allée devant le tableau. Et là, j'ai perdu pied. Enfin, vraiment, j'étais... tout ça pour dire que j'étais... très déstabilisée face aux autres, face à mes pairs, et que j'avais beaucoup de mal à communiquer. Je bégayais, vraiment toute rouge, impossible de parler. Et finalement, aujourd'hui, j'ai vraiment plus aucune difficulté à prendre la parole. J'anime des formations, des ateliers, parfois des petites conférences. On est en train de discuter et c'est très agréable. Je prends beaucoup de plaisir à cette conversation. Et qu'est-ce qui s'est passé entre l'adolescente timide et aujourd'hui? C'est vraiment l'entraînement. Et je trouve que le fait de ne pas avoir confiance en soi ou d'avoir des difficultés à communiquer, c'est presque une chance parce que c'est une invitation à sortir de sa zone de confort. À sortir de sa zone de confort, ce que ma maman m'a beaucoup encouragée à faire depuis que je suis jeune, en s'exposant à ce qui nous fait peur. Et donc moi, ce qui me faisait peur, c'était prendre la parole. Donc j'ai essayé graduellement de m'exposer à cette peur en levant la main en cours de plus en plus et en prenant la parole et en me disant ok, je pique un phare, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme et les autres ils s'en fichent, c'est juste moi qui vis très mal la situation. Mais en réalité, plus je m'expose, plus je me renforce et plus je me crée une carapace entre guillemets, en tout cas une résistance et une résilience, et plus finalement je transforme cette capacité de prise de parole en automatisme. Et aujourd'hui, je suis tellement sortie de ma zone de confort que c'est devenu une zone de confort et que c'est devenu quelque chose d'agréable de communiquer, de prendre la parole et quelque chose que j'ai ajouté à ma besace de soft skills. Je confirme que tu es très à l'aise Merci. aussi aujourd'hui sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous partager aussi des conseils pratiques concernant l'écoute active? On sait que c'est un des piliers de la communication efficace et c'est souvent pas forcément très bien compris. Carrément.
Alors l'écoute active, je pense, que c'est quelque chose d'hyper important et comme on s'est dit au début de cet échange, c'est tout aussi important d'écouter que, de parler Mmh. et il faut, donner avant de demander donc généralement, il faut être en compréhension des besoins et de la situation de l'autre. C'est très difficile d'être dans l'écoute parce que, on a ses objectifs, on a son message qu'on veut transmettre. Et c'est difficile de se débarrasser de cet objectif et Mmh. de se mettre au niveau de l'autre, mais c'est quand même important. Donc je pense que ça passe par peut-être une compréhension de ses propres biais. On a tous, en tant qu'être humain, des centaines de biais qui nous touchent et qui nous empêchent d'être dans la communication directe et pure, entre guillemets. Euh, on a tous une manière de voir le monde, un besoin de renforcement de nos propres croyances, une capacité peut-être à parfois faire des suppositions. On suppose que l'autre, parce qu'il a agi de telle manière, Mmh. en fait, voulait dire ça. On parle beaucoup du non-verbal d'ailleurs, et je pense que c'est quelque chose d'un peu dangereux, parce que nous, notre manière d'exprimer des choses de manière non-verbale, elle est propre à notre historique, à notre personnalité, et on a tendance à placarder les comportements similaires sur autrui, alors que c'est pas du tout le cas, que les autres ont d'autres manières peut-être de communiquer, de s'exprimer, de témoigner leur intérêt, leur amour, leur désintérêt. Mais du coup, on va souvent avoir tendance à se dire l'autre est comme moi, donc il ou elle fait comme moi. Ça, c'est Mmh. super dangereux. Ouais. Donc du coup, mais on ne pourra jamais savoir avant de connaître parfaitement la personne. Donc être conscient de ses propres biais, je pense que c'est une première étape pour se mettre dans une posture d'écoute active et également poser une intention. L'intention de vraiment se débarrasser de ce petit mental qui est en permanence en train de tourner dans notre tête et qui nous rappelle nos objectifs secondaires ou primaires vis-à-vis de la conversation. Et peut-être aussi se dire qu'on va respecter la parole de l'autre, qu'on va le ou la laisser s'exprimer jusqu'à la fin de ce qu'il ou elle a envie de dire. Même si on a envie de rebondir, d'aller dans son sens, d'abandonner dans son sens, on ne va pas couper la parole, on ne va pas interagir avant que la personne ait terminé sa phrase ou ses phrases. Et ça, c'est déjà une très bonne pratique et un bon début que certains et certaines ont du mal à respecter, moi y compris, parce que parfois on est tellement captivé par la conversation que on a envie de dire oui, mais c'est vrai, moi Mmh. aussi, et je blablabla. Mais finalement, ça, c'est plus être dans l'écoute. Alors, tu parles effectivement de la communication aussi non verbale. Ça, c'est hyper intéressant Mm. parce que, voilà, comme tu le disais, ça peut être effectivement sujet à interprétation aussi, hein. On interprète peut-être des signaux, des sous-entendus dans les conversations. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à nous partager pour mieux interpréter et répondre peut-être à ces signaux? Eh ben, la communication, comme on l'a dit, c'est un peu à double tranchant, enfin, surtout l'interprétation de ce qu'autrui communique à travers du non-verbal, puisque on a chacun nos manières de s'exprimer Mm. et surtout d'exprimer tout ce qu'on ressent ou de faire des sous-entendus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais les accords Toltec, Mm. mais du coup, les accords Toltec sont des principes pour vivre mieux et plus, de manière plus apaisée, qui nous viennent d'une civilisation précolombienne, si je ne dis pas de bêtises. Et un de ces accords Toltec, qui est très populaire, c'est de ne pas faire de suppositions. Et nous, les humains, notre société, justement, est un petit Mm. peu construite autour de ces suppositions et justement donne beaucoup de place au mental et à l'interprétation Mm. euh, de ce que dit, de ce que fait, ce qu'exprime autrui. Euh, donc, mon conseil, ce serait peut-être euh, d'essayer de sortir de l'interprétation avec une observation directe et l'intervention du mental, et d'aller dans un outil qu'on a tous à notre disposition, mais qu'on a tendance à énormément minimiser parce que dans notre société, il n'est absolument pas valorisé. On est une société de la technologie, du progrès, de la science. On a énormément étouffé notre intuition, euh, notre capacité à écouter ce qui se passe dans nos tripes, dans notre corps, presque à un niveau énergétique. Mm. On a un peu oublié qu'on est des créatures qui sont bien sûr faites de chair et d'os, mais on est aussi des créatures qui sont traversées en permanence par des flux énergétiques et on partage ces flux. Communiquer, c'est aussi ça, c'est aussi échanger des flux énergétiques et parfois dans une conversation, tu as sûrement vécu ça, tu sens qu'il se passe un truc avec la personne, tu sens qu'il y a une connexion, tu ressors de cette discussion énergisée, galvanisée,
ou au contraire épuisé, lessivé. Tout ça, c'est vraiment ton intuition et ton corps, et donc le non-verbal finalement qui s'exprime, mais sans l'intervention du mental. Et je pense qu'une communication qui va au-delà, et qui va dans vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est une conversation et une communication qui est capable de donner autant de place qu'on est capable d'en faire à cette intuition, à cette écoute du corps. Et donc du coup, ça demande, je pense, un travail de redonner un peu de place à cet impalpable, cette énergie, et à l'écoute de son corps, de ses besoins, à la meilleure connaissance de soi, au-delà de ses logiques intellectuelles. Merci beaucoup Noémie. On arrive maintenant à la fin de ce podcast vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à partager à nos auditeurs après ce beau conseil? Écoutez votre intuition. Eh bien oui, écoutez-vous, je pense que c'est vraiment une des meilleures choses qui me soit arrivée ces dernières années, c'est ce travail de reconnexion au corps et à l'intangible, à l'intuition, qui est vraiment extrêmement puissant et qui débloque énormément de choses autour de soi, qui amène des opportunités de tout type, je pense. Quand on est aligné avec ce qu'on est, ce qu'on veut, quand on est authentique, je pense qu'on attire à soi plus d'opportunités et d'authenticité aussi à travers les personnes avec qui on interagit. Donc je vous encourage aussi à vous lancer, à ne plus avoir peur et à vous dire que quoi qu'il arrive, même si bien évidemment la communication et le fait d'assumer ses messages, son authenticité, c'est difficile, on peut être timide, il n'y a vraiment aucun risque à le faire. Ou en tout cas, si vous avez peur, essayez de créer un cadre bienveillant, un cadre avec des proches, des gens qui vous entourent et qui vont vous encourager et vous permettre de faire ces premiers pas dans un monde pour devenir un ou une communicante hors pair. Merci beaucoup Noémie pour ces conseils inspirants. Avec plaisir. On a maintenant donc découvert ensemble comment maîtriser un petit peu mieux l'art de la communication, verbale et non verbale d'ailleurs, pour que celle-ci soit pleinement efficace. Que diriez-vous de mieux gérer votre bien le plus précieux et irrattrapable? C'est ce que nous explorerons dans notre prochain épisode de Pulse RH au cœur des soft skills à travers la gestion du temps. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt.